Je vous remercie. Et je vais maintenant donner la parole à la Défense. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il est difficile à la défense de répondre à la fois aux victimes et aux procureurs, puisqu'il s'agit de deux débats tout à fait différents. Il lui est difficile de se battre sur deux fronts à la fois. C'est pourquoi je vais dire un mot des observations des victimes, mais avec votre permission, je me réserve la possibilité d'y revenir un peu plus tard au cours de l'audience à huis clos. Concernant les observations des victimes, encore une fois, il s'agit pour leurs représentantes d'obtenir la communication de documents en effet confidentiels, en effet couverts par différents types de confidentialité. Et ce n'est pas la défense qui détermine le degré de confidentialité. C'est l'émetteur du document, le rédacteur du document. Et c'est normal. Mais je note que si l'on donnait raison aux victimes, alors elles prendraient la place qu'elles cherchent depuis le début de cette procédure, c'est-à-dire la place de partie civile, de partie à part entière. Or, ce n'est pas là leur statut, car cela conduirait à un déséquilibre considérable de la procédure et par conséquent à l'inéquité de la procédure. Cela dit, des victimes, il y en a eu beaucoup au cours de ces événements malheureux, tragiques. Il y en a eu de tous les côtés. Il y a aujourd'hui des exilés dans tous les pays alentours. Ces exilés sont de toutes origines, de toutes confessions et de toutes opinions. Je crois que l'on ne peut se contraindre à voir cet aspect des choses sous un seul angle. Il faut, comme l'a fait le président Gbagbo, et comme l'ont fait d'autres responsables ivoiriens, savoir s'incliner devant les souffrances, et il faut savoir aussi comprendre ce qui ressort d'une procédure et des droits d'un individu. Parce que ici, nous parlons des droits d'un individu. C'est ça une procédure pénale. Alors, si vous permettez, Madame la Présidente, je voudrais dire un mot des allégations du procureur avant d'en venir au cœur de notre débat, c'est-à-dire à l'examen combiné des dispositions des articles 60 et 58. Le procureur vient de se faire l'écho d'un certain nombre d'accusations portées par les autorités ivoiriennes. Certaines de ces accusations ont été reprises par des experts indépendants dont le rapport qu'il mentionnait à l'instant. Et uniquement dans ce rapport, car, que nous a dit le procureur? Il nous a cité le rapport. Il a cité le rapport, pas tout à fait in extenso, mais en réalité, il n'a cité que le rapport. Or, ces allégations ne sont pas étayées, encore moins prouvées. Plus même, elles apparaissent fausses à nombre de spécialistes. Et je prends 3 exemples. Les incidents à la frontière ivoiro-libérienne. Ils n'ont rien de politique. Il s'agit d'une guerre pour la terre, il s'agit d'une guerre pour le cacao. Il s'agit de populations autochtones qui ont été chassées et de populations nouvelles avec lesquelles elles sont en conflit. Et je vous renvoie à l'excellent article du Monde diplomatique de septembre dernier. Les incidents d'Abidjan, fort probablement, comme le relève Amnesty International, des règlements de compte entre groupes rivaux des FRCI
pour le contrôle d'un quartier, pour le contrôle d'un stock d'armes. Qu'en sait-on? Le prétendu réseau pro-Gbagbo, que dénoncent à longueur de temps les autorités ivoiriennes, où sont les preuves? Lorsqu'il s'agit d'apporter des preuves, comme très récemment au Ghana, où un ancien ministre du président Gbagbo a été arrêté, accusé par les autorités ivoiriennes, eh bien, ils en sont incapables. Et le juge ghanéen a relâché cet ancien ministre en constatant qu'il n'avait pas reçu les preuves, qu'il avait les éléments, même pas les preuves, mais les éléments pouvant laisser penser qu'il y aurait eu crime. Des allégations non étayées. Et c'est tout le problème du rapport dont parle le procureur. Pour prouver l'existence d'un réseau au Ghana, les experts, qui sont des experts indépendants, Madame le Président, des experts indépendants, les experts ont repris des accusations des autorités ivoiriennes, selon lesquelles des réunions entre opposants auraient eu lieu. Mais les participants à ces réunions ont démenti. Et pour certains, ils ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas être dans le pays. Quant aux relations entre les exilés et les groupes de rebelles maliens, par exemple, elle est du domaine de la spéculation pure. Il n'y a rien dans le rapport, rien qui ressemble à un début de preuve. Enfin, il a été question de fonds qui seraient destinés au président Gbagbo ou à ses supporters. Rien dans le rapport non plus. Il y est question, vaguement, d'un éventuel détournement au sein d'une société. Or, cette société est dirigée par des proches d'Alassane Ouattara. Si on lit attentivement le rapport et qu'on écarte tout ce qui est rhétorique contre les pro-Gbagbo, on doit constater que les experts mettent en avant d'autres éléments pour expliquer certaines difficultés du pays. La présence de nombreux groupes armés des anciennes forces rebelles, l'insécurité entretenue, surtout dans le nord, par les chefs de guerre, les anciens alliés d'Alassane Ouattara. Car ce rapport comporte néanmoins des éléments solides, notamment à propos du trafic d'armes auquel se livrent les autorités ivoiriennes, du trafic de diamants, du trafic de bois et du système de racket généralisé dans le nord du pays. Pour finir sur ce point, Madame la Présidente, il convient de rappeler, comme l'a dit le porte-parole de l'ONUCI, officiellement, que l'opinion de ces experts n'engage que ces experts. Et puis surtout, en quoi le président Gbagbo serait-il concerné? En quoi serait-il concerné si se tient une réunion entre exilés dans un pays lointain? Il ne peut être tenu pour responsable de ce que font tous les exilés. Il ne peut être tenu pour responsable ad vitam aeternam de ce qui va mal en Côte d'Ivoire. Plus qu'à des allégations non fondées, intéressons-nous aux faits, à une situation précise, celle d'un homme enfermé depuis 18 mois. Vérifions ensemble, si vous voulez bien, si la détention, qui doit toujours être exceptionnelle, est justifiée aujourd'hui. Le plus simple, Madame le Président, me semble de reprendre, en suivant le procureur, les conditions de l'article 58, 1b, pour vérifier dans quelle mesure nous disposons aujourd'hui d'éléments susceptibles de nous convaincre que le maintien en détention n'est plus nécessaire, élément dont nous ne disposions pas le 13 juillet 2012. Comme nous nous trouvons en audience publique, je vais aller vite. Mais je souhaiterais revenir ensuite sur certains des points soulevés qui me paraissent cruciaux. La première question qu'il convient de poser est de savoir si la détention du président Gbagbo apparaît nécessaire aujourd'hui pour garantir sa comparution. Or, nous avons des éléments nouveaux. Le procureur rappelait que le 17 avril dernier, le président Gbagbo n'avait pas hésité à s'engager par écrit à comparaître devant la Cour et qu'il a réitéré cet engagement hier.
Mais surtout, Madame le Président, cette volonté affirmée, réaffirmée, nous a été confirmée par les experts. J'y reviendrai, si vous voulez bien, lorsque nous serons à huis clos. Et c'est à cette lumière qu'il faut juger de l'engagement écrit du président Gbagbo, engagement réitéré. L'analyse des experts conforte ce que le président Gbagbo a exprimé à travers ses actions. À aucun moment il n'a cherché à s'enfuir, même sous les bombes. Il a toujours déclaré qu'il voulait s'expliquer et il n'a jamais mis en cause la légitimité de la Cour. Aujourd'hui, après presque un an aux Pays-Bas, il n'a jamais dévié de cette ligne de conduite. Nous savons aujourd'hui, grâce à des experts chevronnés, que la volonté du président Gbagbo est profonde et va au-delà des mots. C'est sa ligne de conduite et c'est ce qui lui permet de tenir. Il s'agit donc d'un fait, il veut comparaître et sa volonté est aujourd'hui sans équivoque. Ainsi, l'allégation du procureur selon laquelle le président Gbagbo aurait l'intention de s'enfuir est-elle contredite par les nouveaux éléments dont nous disposons aujourd'hui. Mais en plus, elle ne repose sur rien. Pour quelle raison voudrait-il s'enfuir? Le procureur nous explique qu'il voudrait se saisir du pouvoir. Se saisir comment du pouvoir? Et où est-ce qu'il irait s'il s'enfuyait? Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. Il va s'enfuir où? Et comment? Essayons de voir la réalité des choses. Deuxième point, il n'en a pas les moyens. Le procureur avançait le 4 juin dernier que lors de son enquête, il avait recueilli des documents portant sur l'existence de 2 comptes bancaires supplémentaires, des comptes joints, appartenant au président et à sa femme. Je note d'ailleurs que les éléments transmis par le procureur dataient de 2007. Alors, on ne sait pas si les sommes qui sont mentionnées sont toujours actuelles. Enfin, le seraient-elles? Qu'elles sont de 100 000 euros. 16 000 euros pour un compte et 80 000 euros et quelques pour un autre compte. 100 000 euros. Pas de quoi faire la révolution. Et puis ces comptes dont nous parlait le procureur, il nous disait à l'époque qu'ils étaient en voie d'être gelés. Donc, probablement sont-ils gelés maintenant. Le procureur nous parlait tout à l'heure du compte ouvert par un groupe dont il ne manifestement connaît pas plus que moi l'identité, à Paris, destiné, semblerait-il, à soutenir on ne sait trop quoi. Où sont les preuves? Qui sont les détenteurs de ce compte? Quel montant? Ce sont des allégations. Or, nous ne pouvons pas nous appuyer sur des allégations. Il s'agit de la vie d'un homme. Il s'agit de détention. Plus le temps passe, moins il existe de chances que le président Gbagbo dispose de ces comptes dont on n'a jamais rien su, qui seraient cachés. Chaque jour qui passe diminue la probabilité qu'il existe des comptes cachés. Et aujourd'hui, objectivement, le manque de preuves apportées par le procureur est une forme de preuve à contrario. Objectivement, la probabilité qu'il existe un compte caché est proche de 0. Nous avons parlé des éléments concernant le compte du groupe plus ou moins inconnu à Paris, du détournement de fonds impossible à la société Petrosi dont parlent les experts, société dirigée par des proches d'Alassane Ouattara. Le président Gbagbo n'a aucun moyen. Aucun moyen. Et puis, son état de santé, c'est le troisième point, conforte son incapacité à s'enfuir.
Je n'y reviens pas ici, Madame la Présidente, nous sommes en séance publique. Vous savez, nous savons tous à quoi je fais référence. Permettez-moi simplement de rappeler les enjeux concernant son état de santé, qu'il faut garder à l'esprit. Parce que toute décision doit se prendre en fonction des conséquences possibles de cette décision sur son état de santé. Ce n'est pas seulement de dire il sort pas. Bon, ce n'est pas la même chose. Il faut réfléchir. Et il aurait été peut-être bon que le procureur le fasse, de manière à ce qu'on ait une vraie discussion sur les conséquences d'un maintien en détention. Je ne m'y appesantis pas, parce que nous ne sommes pas en séance à huis clos, mais je voudrais le dire quand même. C'est notre responsabilité d'y penser. C'est ce que nous dit la Chambre d'appel. La condition médicale d'une personne détenue peut avoir un effet sur les risques couverts par l'article 58.1b en les diminuant ou en les faisant disparaître. Non seulement nous devons penser aux conséquences médicales d'un maintien en détention, mais encore nous devons évaluer, à la lumière de ce que nous dit la Chambre d'appel, si le risque dont on parle existe vraiment. Il est donc du devoir et de la responsabilité de la Chambre des parties de prendre désormais en compte, dans ce débat sur l'évaluation des risques, les nouveaux éléments médicaux dont nous disposons. Ces deux éléments combinés, le manque de moyens financiers et l'état de santé, nous donnent aujourd'hui une vision très différente de la situation. Rappelons que l'objectif du maintien en détention est d'assurer la comparution de l'intéressé. Et cette comparution doit être possible tout au long de la procédure. Et puis enfin, Madame le Président, nous avons désormais une vision beaucoup plus claire de ce que seront les modalités d'exercice de la liberté provisoire du président Gbagbo. Là non plus, je n'y reviens pas ici, mais j'espère que nous pourrons en parler de manière détaillée tout à l'heure, parce que c'est tout à fait fondamental. Et nous avons reçu, en effet, nous l'avons transmis au procureur, des éléments utiles, fondamentaux, qui, je crois, devraient donner à la Chambre toutes les garanties qu'elle pourrait souhaiter. Sur la condition concernant l'obstruction à l'enquête ou à la procédure. Concernant l'obstruction à l'enquête et l'obstruction éventuelle aux procédures, là aussi, je crois qu'il sera important que nous discutions des garanties que nous avons reçues et transmises. Voilà ces garanties qui peuvent efficacement empêcher toute interférence. Il s'agit là, Madame le Président, d'une évolution considérable de la situation qu'il faut impérativement prendre en compte. Rappelons que la détention est la mesure ultime qui doit être appliquée uniquement quand aucune autre mesure ne permet d'atteindre l'objectif voulu. Dans le cas d'espèce, le même objectif peut être atteint par la mise en liberté surveillée dans les conditions particulières dont nous parlerons. Un mot sur l'argumentation du procureur. Ce soi-disant réseau, dont on est bien en peine de trouver une quelconque preuve, il ne le distingue pas du FPI. Et le FPI, c'est un parti légal, c'est un parti qui est en discussion avec les autorités ivoiriennes, dont, naturellement, l'idée de la réconciliation. En quoi l'existence du FPI pourrait-elle constituer un danger? Je note ce qu'avait dit le procureur tout à l'heure. Son argument principal, je cite, j'espère avoir bien pris en note.
Nul doute que le président Gbagbo a de nombreux supporters. C'est ça l'argument du procureur. Oui, il a des supporters. Bien entendu, il a des supporters. C'est une personnalité politique. C'est un crime. Il faut que le procureur nous prouve qui parmi ses supporters aurait des intentions malveillantes et en quoi cette personne serait reliée au président Gbagbo. Évidemment, il ne le fait pas. Il est plus simple de dire il existe un réseau. Il existe un réseau vague, un groupe de personnes non identifiées, et voilà le danger. Mais ça ne peut pas être un argument pour nous qui faisons du droit. Et encore une fois, s'il existait un tel réseau, encore faudrait-il que le procureur prouve que le président Gbagbo est lié à ce réseau. La Chambre d'appel a bien jugé dans l'affaire Bemba qu'il doit y avoir un lien entre la personne détenue et le risque d'obstruction. Ce qui veut dire que le risque d'obstruction doit émaner de la personne détenue. Or, ce n'est pas le cas ici. Le procureur ne prouve rien, et cette absence de démonstration a été soulignée par le juge Erki Kurola dans son opinion. De mon point de vue, dit-il, l'argumentaire n'est pas suffisant pour démontrer qu'il existe un risque que M. Gbagbo pourrait faire obstacle ou mettre en danger les investigations et les procédures de la Cour. Et puis, le président Gbagbo l'a dit lors de l'audience de première comparution, il veut que le processus ait lieu. Il veut pouvoir s'expliquer. Si l'on m'accuse, a-t-il dit, c'est qu'on a des éléments de preuve. Je vais les confronter à ma vérité à moi, et puis vous jugerez. Depuis cette première comparution, le président Gbagbo a pu prendre connaissance des preuves du procureur et de l'identité de certains de ses témoins. Le procureur peut-il citer un seul acte émanant du président Gbagbo, montrant un quelconque désir de faire obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ou d'en compromettre le déroulement? En session à huis clos, je me référerai aussi à certains des éléments que vous connaissez, qui vont dans ce sens naturellement. Et nous parlons bien de nouvelles circonstances. Le procureur, concernant ces nouvelles circonstances, ne prouve rien. L'expérience des 10 mois qui viennent de s'écouler montre aussi que le président Gbagbo a toujours suivi cette ligne, et par conséquent, nous avons aujourd'hui la preuve qu'il ne veut pas faire obstacle à l'enquête. Sur le troisième point, Madame le Président, sur la continuation des crimes, je note tout d'abord qu'une personne ne peut être maintenue en détention parce qu'il y a un risque et que d'autres personnes commettent des crimes. Le maintien en détention sous 58.1c du statut est justifié seulement si un risque existe que la personne détenue poursuivra la commission du crime. Maintenir en prison une personne pour éviter que d'autres commettent des crimes revient à la considérer comme un otage. Par ailleurs, le raisonnement du procureur ne dit pas que la plupart des membres de l'ancienne administration, dont les chefs militaires ont été soit emprisonnés, parfois dans des conditions terribles, soit promus par le président Ouattara. Sur la notion de crime, de ces crimes pouvant être commis, la Chambre d'appel nous le dit précisément, il devrait être similaire à ceux pour lesquels M. Gbagbo est poursuivi devant la Cour. Le raisonnement du procureur est le suivant. 1. Il prétend que le président Gbagbo a l'intention de reprendre le pouvoir. 2. Il prétend que le président Gbagbo a la volonté de se saisir du pouvoir par la force. 3. Considérant que le président Ouattara dispose d'un appui populaire, il en infère qu'il y aurait dans ces circonstances des combats. 4. Que ces combats conduiraient à des crimes de masse. Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, une accumulation d'hypothèses.
Et puis ce raisonnement pêche par le fait que se saisir du pouvoir ou se maintenir au pouvoir par la force n'est pas en soi un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Quant à d'éventuels crimes qui seraient la conséquence d'une situation insurrectionnelle, leurs auteurs devraient être poursuivis selon les règles de la responsabilité. Dans cette hypothèse, faire du président Gbagbo le seul responsable et donc le seul coupable conduirait à cette situation absurde de permettre qu'il soit poursuivi pour les crimes commis et par un camp et par l'autre. Donc le raisonnement du procureur ne tient pas. D'autant que la situation a changé, que le président Gbagbo ne dispose plus de l'autorité d'un chef d'État. Dernier point, Madame la Présidente, sur la liberté conditionnelle. Si la Chambre devait considérer que les conditions de l'article 58.1b sont remplies, elle devrait néanmoins examiner la question de la liberté sous l'angle de la liberté conditionnelle, puisque désormais, la question de l'état de santé doit être prise en considération. Et c'est ce que nous dit la Chambre d'appel. La condition médicale d'une personne détenue peut constituer une raison pour que la Chambre préliminaire prononce une liberté provisoire assortie de conditions, et elle précise quand un État a offert d'accueillir une personne détenue et de mettre en œuvre des conditions, il incombe à la Chambre préliminaire de considérer une liberté conditionnelle. L'état de santé du président devrait donc être une raison pour que la Chambre préliminaire puisse décider une liberté provisoire avec des conditions. Surtout que, comme le rappelle la Chambre d'appel, si la décision de la Chambre préliminaire rejetant la liberté conditionnelle pour raison médicale pouvait se comprendre à l'époque, puisque la Chambre ne disposait pas du rapport des médecins, aujourd'hui, une telle décision peut être prise de manière éclairée. La Chambre d'appel nous dit, en conséquence, au moment de la prise de la décision attaquée le 13 juillet 2012, la question de la santé de M. Gbagbo et de sa capacité à être jugé n'était pas tranchée. Par conséquent, la Chambre d'appel considère que toute décision par la Chambre préliminaire sur la mise en liberté de M. Gbagbo, basée sur des raisons médicales, aurait été prématurée. Aujourd'hui, la question n'est plus prématurée. Nous avons aujourd'hui tous les éléments que nous n'avions pas lors du premier débat. Des éléments juridiques grâce à la Chambre d'appel, les rapports des experts et les éléments que nous avons transmis ce matin. Dans ces conditions, il apparaît à l'équipe de défense que la liberté provisoire puisse et doivent être prononcées. Permettez-moi de vous rappeler que cela fait 18 mois que le président Gbagbo est en détention, dont 7 mois de souffrance, de violation de ses droits, 7 mois de mauvais traitements. Nous avons montré tout à l'heure que les risques étaient inexistants, que les conditions de l'article 58.1b n'étaient pas remplies et que par conséquent, il convenait de remettre le président en liberté provisoire. Merci. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de notre session publique, au moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Très très brièvement, je souhaiterais répondre sur quelques points, Madame la Présidente. Et je serai très court, je vous le rassure. L'accusation doit seulement montrer qu'il n'y a pas de changement dans les circonstances. Et je crois qu'il y a peut-être une confusion du côté de la défense. La défense dit qu'on n'a pas apporté de nouvelles circonstances. Et ce n'est pas du tout ce que le poids de preuve qui repose sur l'accusation. Quant à la défense elle-même, c'était à elle d'apporter des nouvelles circonstances, prouvant qu'une libération devrait être accordée. Elle ne l'a pas fait. Elle a principalement réitéré des éléments qu'elle avait déjà soumis en juillet, et puis, effectivement, elle a fait allusion à des circonstances nouvelles qu'elle évoquera ensuite à huis clos, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'elles sont.
Une autre remarque assez brève. Les propos prêtés à l'accusation, une partie des propos prêtés à l'accusation par la défense, page 31 du transcript, sont inexacts. Un point rapide sur le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. La défense a fait un certain nombre de développements sur les liens entre les groupes pro-Gbagbo et le Mali pour mettre en cause les allégations, les propos tenus par l'accusation. Mais nous n'avons jamais été dans cette direction et nous n'avons pas parlé des connexions éventuelles avec le Mali. Donc tout cela n'est pas pertinent. Et enfin, concernant les experts médicaux, la volonté de M. Gbagbo de comparaître, d'abord c'est tout à fait self-serving, comme on dit en anglais, et puis surtout ce n'était pas l'objet de l'expertise des 3 experts. Donc on ne voit pas très bien non plus la pertinence de ces éléments par rapport au premier motif de maintien en détention qui est la volonté de s'échapper. Voilà, j'ai essayé de faire court, Madame la Présidente, mais en tout état de cause, c'est la défense d'apporter des circonstances nouvelles, pas à l'accusation d'apporter l'existence de circonstances nouvelles. On l'a fait, mais ce n'était pas notre devoir, notre charge. Madame la Présidente. Je vous remercie. Vous voulez ajouter quelque chose, Petracic? Merci, Madame la Présidente. Juste un mot sur ce que vient de dire le procureur. Nous avons parlé des circonstances nouvelles, des éléments nouveaux, en effet. Quand nous parlions de preuves que le procureur doit apporter, ce sont les preuves au soutien de ce qu'il avance. Il fait état lui-même, il fait état d'éléments tirés du rapport, et d'ailleurs à ce propos, l'accusation a divulgué l'intégralité du rapport, donc il est tout à fait normal et logique que l'on lise tout ce rapport pour en jauger la validité et la crédibilité, et que l'on fasse part ici de notre sentiment à ce propos. Mais ce sont les éléments, c'est le procureur lui-même qui les a apportés, en les présentant comme des faits. Non, ce ne sont pas des faits, ce sont des allégations. C'est ce il faut bien que nous puissions répondre. Des allégations. Le rôle de la défense, c'est de montrer en effet un changement de circonstances, de nouveaux éléments, des faits qui peuvent entraîner une vision différente des choses, et pour la Chambre et pour les parties. Nous avons essayé de présenter cela tout à l'heure, et surtout nous allons y revenir maintenant en détail. Mais quand il s'agit d'allégations venant du procureur, il est logique, normal, c'est un débat, de relever qu'il ne s'agit que d'allégations, en aucune manière de preuve. Pardon, merci Madame la Présidente. Je vous remercie. Si non, les participants n'ont rien de plus à ajouter, alors la session publique de l'audience est conclue. Et je vous remercie les représentants des victimes pour leur participation à la discussion, ainsi qu'au public qui a suivi l'audience. L'audience va répondre après une pause de 30 minutes, c'est-à-dire que nous recommencerons à 4h30. Et nous reprenons dans une session à huis clos, en présence uniquement du bureau du procureur, de la défense et des représentants du greffe. L'audience est levée. All right, we're levée.